On découvre un Abdid profondément atteint, presque ébranlé par la disparition de l'aile. Rien à voir avec un départ soudain ou inattendu à 84 ans, affaibli par une longue lutte contre le cancer. Son état laissait peu de place au doute. La maladie l'avait éprouvé sur la durée. Chez Abdid, l'émotion ne semble pas feinte, sans aller jusqu'à parler de mise en scène. Tout indique une réaction authentique, une peine réelle face à la perte de Lamerwell. Profitons d'ailleurs de ce moment pour adresser une fois encore nos pensées les plus sincères à sa famille et à ses proches. Mais cette scène en apparence limpide dissimule en réalité une toute autre vérité bien plus subtile et surtout bien plus complexe. Elle ne rend pas justice à la nature réelle des liens entre Abd et Zelam. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, leur relation était plutôt solide, presque chaleureuse. Lamerwell éprouvait même une véritable bienveillance envers Abdidon, allant jusqu'à lui témoigner une certaine affection. Et un moment clé vient illustrer cela le 15 juin 2020. En pleine tourmente politique, Abdon recevait Yamzelwell au palais présidentiel d'Almadia. Le contexte était explosif. Majboun faisait face à une contestation massive du HAC fragilisé par un manque évident de légitimité, traînant l'image d'un président imposé presque parachuté dans le paysage politique porté par l'institution militaire sous l'ère de Jay Salah. Il incarnait aux yeux de beaucoup un chef d'État mal élu et peu aimé. Et pourtant, malgré ce climat instable, Zell s'est déplacé jusqu'à lui, un geste fort hautement symbolique, d'autant plus marquant qu'il n'avait plus remis les pieds dans ce palais depuis son départ en 1999. Sa présence n'avait rien d'anodin, il venait clairement afficher son soutien à Thèbes dans un moment où tout semblait vaciller. Et ce geste prend encore plus de poids lorsqu'on se rappelle qu'il ne l'avait jamais fait pour BF. Entre eux, la relation était froide, distante, presque inexistante. Rien de comparable avec l'attitude qu'il a adoptée envers TB, à qui il a tendu la main dans un contexte particulièrement chaotique. Car il faut se replonger dans cette fameuse élection présidentielle de décembre 2019, probablement l'une des plus étranges de l'histoire récente. Le pays était en ébullition, des foules immenses dans les rues, la Kabylie, qui boycottait le scrutin des résultats contestés. Et au final, un dénouement inattendu. Un second tour semblait inévitable face à Mewby, mais le scénario a été complètement bouleversé. Beaucoup y ont vu une élection arrangée, imposée et surtout rejetée par une large partie du peuple. Ce jour-là, le pays tout entier semblait vibrer au même rythme, des foules immenses avaient envahi les rues et rien qu'à Alger, plus d'1 million de personnes exprimaient leur rejet. À l'échelle nationale, ce sont plusieurs millions de citoyens qui criaient haut et fort leur refus d'un scrutin qu'ils jugeaient truqué. Car pour beaucoup, tout était déjà joué d'avance, les prétendants avaient été soigneusement choisis, filtrés, validés par le pouvoir lui-même. Aucune place pour une opposition crédible, aucune voix issue du HAC, aucune figure internationale capable de garantir un minimum de crédibilité. Tout donnait l'impression d'un processus bâclé mené tambour battant avec un objectif clair, casser la dynamique du HAC et forcer une transition politique rapide afin d'empêcher toute véritable transformation portée par la rue. Pourtant, ce que réclamait ce mouvement n'avait rien d'anodin. Il ne s'agissait pas simplement de remplacer un homme, mais de refonder tout un système. Le départ de BF ne suffisait pas. Le peuple voulait une vraie rupture, une alternance réelle, une justice indépendante, plus d'équité sociale et une nouvelle manière de gouverner, bref, une autre vision pour l'Algérie. C'est dans ce climat déjà lourd qu'intervient l'année 2020 en pleine pandémie de Covid-19. Alors que le virus frappait durement le pays et emportait des milliers de vies, la misère affaiblie et fatiguée a fait un geste inattendu, se rendre au palais présidentiel, chose qu'il n'avait plus faite depuis 1999 pour soutenir Abdid. À partir de là, les relations entre les deux hommes ont pris une tournure cordiale. Ezerouel, il faut le dire sans détour, n'était pas un stratège hors pair paix à son âme, ni un fin calculateur politique. Il n'avait ni grande vision pour l'avenir du pays, ni projet structurant à proposer. Mais il possédait autre chose, une certaine droiture, issue de cette génération d'anciens militaires patriotes profondément attachés à leur nation. Il aimait sincèrement l'Algérie. Peut-être n'avait-il pas les moyens intellectuels ou politiques de la hisser plus haut, mais son attachement lui ne faisait aucun doute. Et à ce moment précis, ce qui dominait chez lui, c'était l'inquiétude. Face à une crise politique majeure en 2019 suivie d'une crise sanitaire brutale, il estimait nécessaire d'appuyer Abdid Tebboune dans sa mission stabiliser le pays et éviter qu'il ne bascule davantage. Avant même de franchir les portes de Moradia, tout avait déjà commencé par un simple appel.
Le 20 mai 2020, Zer prend son téléphone et contacte Abdidoun. Le ton est clair, félicitations, soutien affiché et surtout un message sans ambiguïté. Je suis avec toi dans cette période difficile. Il faut dire que Tebboune se retrouvait à gérer un double fardeau, une crise politique héritée et une pandémie mondiale qui frappait de plein fouet. À ce moment-là, une promesse est faite. Zer annonce qu'il viendra en personne dès que possible. Et fait assez rare pour être souligné, il tiendra parole un mois plus tard, le 15 juin 2020. Il se rend effectivement au palais. Mais derrière ce geste symbolique, la suite est beaucoup plus fade. Les échanges restent limités, presque inexistants. Peu de rencontres, aucune véritable dynamique entre les deux hommes. Il faudra attendre le 1er avril 2025 pour voir Tebboune faire le déplacement jusqu'au domicile de Nia Minzer à Betna, à l'occasion de l'Aïd. Une visite tardive presque isolée, et après cela le silence. Plus de rendez-vous, plus de contacts directs, seulement quelques échanges informels sans grande portée. Pire encore, selon plusieurs éléments recoupés à partir de 2024, elle commence à nourrir une profonde déception envers Tebboune. Une déception qu'il ne cherche même plus à dissimuler, frôlant parfois l'agacement face à la manière dont le pays est dirigé. Et tout bascule réellement à l'été 2024. À l'approche de l'élection présidentielle anticipée de septembre, le clan Tebboune tente une manœuvre faire apparaître Zel dans la campagne, l'associer à la promotion d'un second mandat. Invitation pression douce, tentative de persuasion, tout y passe. On va même jusqu'à lui proposer de participer à un meeting électoral organisé par l'équipe de TP, mais MRW décline avec élégance, invoquant son état de santé pour éviter tout déplacement. Une justification polie, mais pas totalement convaincante, car quelques mois plus tard, en août 2025, il est aperçu lors d'un mariage à Alger. Alors pourquoi refuser un meeting politique? La réponse est simple, il se sentait profondément dérangé par la démarche. Pour lui, cette tentative d'instrumentalisation était inacceptable. Il n'a jamais compris pourquoi on cherchait à l'entraîner dans une campagne électorale. Ce geste jugé déplacé a clairement laissé des traces. Et d'après plusieurs sources, Zuel n'a jamais digéré cette tentative de récupération politique. Ce qui dérange profondément dans cette histoire, c'est l'incompréhension totale du rôle qu'il incarnait. Zel n'était plus un acteur politique, encore moins un partisan. Il appartenait à une autre dimension, celle d'un ancien chef d'État censé rester au-dessus des rivalités. Après tout, comment justifier sa présence dans un meeting plutôt qu'un autre? Et sur quelle base pourrait-il soutenir un candidat sans trahir cette neutralité qui s'impose à lui? Officiellement, on ne l'a pas contrainte, on l'a simplement invité. Mais derrière cette invitation, il y avait une insistance, presque une pression feutrée pour l'amener à cautionner un second mandat. Lui, au contraire, a choisi la retenue, la discrétion, refusant de s'impliquer dans une bataille politique qui ne le concernait plus. Et sur le fond, il était parfaitement cohérent, un ancien président n'est pas un chef de parti. Il avait tourné la page depuis longtemps, quitté la scène, mis fin à toute activité publique. Son parcours lui-même en dit long, un militaire devenu chef d'État par nécessité qui n'a jamais été totalement à l'aise avec le jeu politique, allant jusqu'à écourter son mandat plutôt que d'endosser certaines décisions. Autrement dit, tenter de le faire entrer dans une campagne électorale relevait non seulement de l'erreur, mais presque du manque de respect. Une première faute, en tout cas dans l'attitude d'Abdid. Reste une question en suspens, cette initiative venait-elle réellement de Tebboune lui-même? Rien n'est moins sûr. Ce qui est certain en revanche, c'est que son entourage, ses conseillers et son équipe de campagne ont clairement tenté de faire venir Zel sur le terrain politique. Et il est difficile d'imaginer qu'une telle démarche ait pu être lancée sans validation ou du moins sans tolérance. Car au fond, ce qui choque ici, c'est moins l'origine que l'intention d'utiliser une figure comme Zerel à des fins électorales. Et pourquoi lui? Parce qu'il bénéficie d'une image forte auprès du grand public. Les citoyens le perçoivent comme un homme honnête, simple, intègre. En revanche, du côté des élites, le regard est tout autre. Pour beaucoup, il incarne un président de transition sans envergure, sans vision, sans véritable projet pour le pays. Un dirigeant par défaut propulsé dans une période critique pour éviter l'effondrement de l'État, mais qui n'a jamais su marquer durablement la politique nationale. Et surtout, pour certains, il reste associé à une époque sombre, celle de la décennie noire, un souvenir que les élites préfèrent ne pas raviver. Si les élites restent critiques du côté du peuple, le regard est tout autre. Zé y bénéficie d'un capital de sympathie rare, presque instinctif. Pourquoi? Parce qu'il incarne une forme de probité devenue exceptionnelle. On ne lui reproche ni enrichissement suspect, ni dérive ostentatoire.
Certes, ses enfants ont pu mener quelques affaires, mais rien de spectaculaire, rien qui choque réellement. Lui, en revanche, est resté fidèle à un mode de vie d'une simplicité désarmante. Il vivait chez lui dans sa propre maison à Betham sans artifice, sans mise en scène. Pas de cortège, pas de luxe inutile. Il faisait ses courses lui-même comme n'importe quel citoyen marchait dans les rues, courait, fréquentait les marchés, discutait avec les gens. Et détail presque irréel pour un ancien chef d'État, il continuait à porter les mêmes chaussures, allant jusqu'à les faire réparer chez son cordonnier. Combien d'anciens dirigeants dans le monde arabe ou en Afrique peuvent en dire autant? Cette normalité presque banale le rendait profondément atypique, car il ne correspondait à aucun des codes habituels du pouvoir. Ni grand intellectuel, ni stratège visionnaire, ni même un président particulièrement marquant dans l'exercice du pouvoir. Sur le plan opérationnel, son passage n'a pas laissé d'empreinte majeure. Mais sur un autre terrain, celui de la morale, il était irréprochable. Et c'est précisément cela qui a façonné son image auprès des citoyens. D'ailleurs, plusieurs tentatives ont été faites pour le rapprocher du pouvoir en place. Abdouf notamment avait essayé de lui offrir certains privilèges. Une Audi blindée, par exemple, proposée dans les années 2000. Refus catégorique. Le véhicule a été renvoyé sans hésitation. Même logique pour les résidences luxueuses, aucune ne l'intéressait. À titre d'exemple, cette fameuse zone des 3 villas à Hydra, un lieu réservé à certaines figures influentes, avec des résidences associées à des noms comme Tofir ou Khalzar, et même une villa récente construite sous J. Salah entre 2018 et 2019 lui avait été proposée. Là encore, il a décliné avec calme. Son choix a toujours été le même, rester chez lui, vivre avec ses propres moyens, en s'appuyant uniquement sur sa retraite d'ancien militaire, une posture rare presque déroutante dans ce milieu. Et c'est précisément cette image, celle d'un dirigeant sobre, intègre, inaccessible, aux privilèges que Tebboune cherchait à capter. Car derrière cette tentative, l'objectif était clair, récupérer cette crédibilité auprès des masses, cette confiance populaire que Zell avait su conserver. Pour lui, la ligne avait été franchie, ce qu'il avait perçu comme une simple démarche politique s'était transformé à ses yeux en quelque chose de bien plus dérangeant, une tentative de récupération, presque une trahison. Dans son esprit, le raisonnement était limpide, il avait été présent au moment critique. Il avait soutenu Tebboune lorsque le pays traversait une période instable entre crise politique et pandémie par souci de préserver l'essentiel, à savoir la sécurité et l'équilibre national. Mais ce soutien n'avait jamais été un blanc-seing. Il avait appuyé l'homme dans l'exercice de ses fonctions, pas dans une logique de campagne, car pour lui, la règle était claire, un ancien président ne descend pas dans l'arène électorale. Il reste au-dessus, à distance, fidèle à une certaine idée de la responsabilité et de la retenue. Et pourtant, ce malaise n'était qu'un début, car une seconde affaire bien plus sensible allait profondément le marquer et accentuer sa désillusion vis-à-vis de Tebboune. Une histoire que certains connaissent déjà, notamment ceux qui suivent de près les révélations d'Algérie Par, celle de la famille Benassar. Une famille respectée liée à une figure emblématique, le général Benassar, disparu en 2005, ancien responsable de la justice militaire durant plusieurs années. Cet homme n'était pas un inconnu. Magistrat de formation, il avait occupé des postes clés dans l'appareil judiciaire et joué un rôle déterminant dans la structuration de la justice militaire en Algérie. Une figure influente, un acteur central dans son domaine. Et surtout, un lien personnel existait. Dans les années 80, lorsque Zell dirigeait la 5e région militaire à Constantine et que Benassar présidait la juridiction militaire de la même région, leurs trajectoires s'étaient croisées. De cette proximité professionnelle était née une relation plus intime, presque familiale. Les deux clans se fréquentaient, les enfants grandissaient ensemble, partageaient des moments, tissaient des liens d'amitié solides. Ce n'était pas qu'une relation institutionnelle, c'était une véritable proximité humaine. Après la disparition de Habassal, la famille s'est retrouvée à la tête d'une fratrie nombreuse, 5 fils au total, pour être précis. Parmi eux, 3 noms reviennent plus souvent que les autres. D'abord Bénard, qui a choisi l'exil direction la France, loin d'un destin qu'il savait sombre, après ce qui est arrivé à ses frères. Ensuite, Bassar, au parcours bien plus institutionnel, officier de haut rang dans les services de renseignement ayant occupé des fonctions au sein de la DTS, avec également une expérience diplomatique comme consul à Alicante, sans oublier son passage à l'Union africaine et son rôle de conseiller auprès d'un chef d'État africain. Un profil solide déjà évoqué à plusieurs reprises, marqué par une carrière dense dans les sphères sécuritaires et internationales.
Enfin, il y a Nazar B. Nassar, issu, lui, des rangs de la police, ancien commissaire passé par la police des frontières à l'aéroport d'Alger, mais aussi actif dans la sûreté urbaine et la police judiciaire où il a construit l'essentiel de son parcours professionnel. Mais en avril 2024, tout bascule. Les frères Ben Nassar se retrouvent derrière les barreaux dans une affaire qui fait grand bruit, une affaire encore aujourd'hui sans verdict ni conclusion claire du côté de la justice militaire. Officiellement, il est question d'un complot visant les institutions de l'État. Un dossier complexe dans lequel apparaît également le nom de Finbir, ancien responsable des services de sécurité lui-même incarcéré par la suite, et toujours détenu en 2025 dans une prison militaire. Selon les éléments avancés, un réseau mêlant intermédiaires et influences aurait été mis en place avec pour objectif de fragiliser les structures du renseignement. Les frères auraient été impliqués dans la circulation d'informations sensibles, parfois même présentées comme manipulées, dans le but de déstabiliser certains hauts responsables des services, notamment des figures comme le colonel Mouad. Une affaire lourde aux contours flous où accusations et zones d'ombre se mêlent encore aujourd'hui. L'incarcération des frères Bassar n'a pas seulement marqué leur famille, elle a provoqué une onde de choc bien au-delà. Dans les rangs des anciens officiers supérieurs, le malaise était palpable. Et pour cause, cette famille, tout le monde la connaissait, elle faisait presque partie du paysage. Mais ce qui a véritablement choqué, c'est ce qui s'est passé autour. Derrière les barreaux, les fils, et dehors, une mère laissée seule, déjà affaiblie veuve et plongée dans une épreuve d'une rare brutalité. Non seulement elle devait faire face à l'absence de ses enfants, mais elle a également subi une série de mesures difficiles à comprendre. Interdiction de quitter le territoire pour se soigner, accès refusé à l'hôpital militaire et même des tentatives pour remettre en cause ses droits à pension. Une accumulation de pression qui a profondément choqué les anciens cadres de l'armée nationale populaire, déclenchant une véritable indignation. Il faut comprendre le poids symbolique de cette famille. Leur père Ibn Nassar n'était pas un inconnu. Bien au contraire, il incarnait une figure respectée presque intouchable dans certains cercles. Il avait joué un rôle clé dans les années 90 en participant aux grandes enquêtes liées au terrorisme, mais aussi en contribuant à l'élaboration des bases juridiques de la concorde civile et de la réconciliation nationale. Un homme au cœur de l'appareil, une référence pour beaucoup. Alors forcément, voir sa famille ainsi traitée a suscité une incompréhension profonde. Face à cette situation, la veuve n'est pas restée silencieuse. Par l'intermédiaire de personnalités influentes, elle a tenté de faire passer un message, une demande simple, en apparence obtenir l'intervention d'Amouel auprès du président. Son appel reposait sur une réalité dramatique, une mère malade, un fils contraint à l'exil, deux autres derrière les barreaux, des intimidations, des perquisitions à répétition menées par les services de sécurité, jusqu'à la saisie des faits personnels ayant appartenu à son défunt mari. Une spirale de pression qui dépassait largement le cadre d'une simple affaire judiciaire. Autour de la maison familiale, l'atmosphère avait changé du tout au tout. Une présence sécuritaire constante, presque étouffante, comme si le lieu était devenu une zone sous surveillance. Impossible de circuler librement, encore moins de quitter le territoire. Et pendant ce temps, derrière les murs de la prison, deux frères, laissant derrière eux des épouses, des enfants, des vies suspendues, des familles brisées, des repères effondrés, des enfants privés de leur père, sans même comprendre pourquoi. On ne parle pas ici d'une simple affaire judiciaire, mais d'un véritable drame humain lourd, profondément lourd. Ce qui rend la situation encore plus troublante, c'est le cadre dans lequel tout cela se déroule. Une détention dite provisoire censée être temporaire, mais qui s'étire sans fin. Aucun procès, aucune audience, aucune décision de justice pour éclairer les faits. Et pourtant, la présomption d'innocence en théorie fondamentale devrait s'imposer. Car jusqu'à preuve du contraire, aucune condamnation n'a été prononcée, aucun verdict n'est venu établir la culpabilité des frères Bassam. Une situation figée où l'attente remplace la justice et où le doute devient la seule certitude. Au sein même de l'institution militaire, le doute commençait à s'installer. Plusieurs voix, loin d'être marginales, remettaient en question cette affaire présentée comme un complot contre l'État. Car derrière les accusations, beaucoup ne voyaient rien de tangible, aucune preuve solide, aucun élément concret permettant d'établir un lien clair entre les frères Bassar et Zidine Bir. Et pendant ce temps, en coulisses, une autre réalité se dessinait, celle d'une lutte d'influence féroce entre différents clans. Une guerre silencieuse mais déterminée opposant notamment la DGS, dirigée par Nassar, et la DDSE de MAL, dans laquelle le colonel Mouad jouait un rôle central.
Ce conflit interne déjà évoqué à maintes reprises entre 2022 et 2024 révélait des tensions profondes au sommet des appareils sécuritaires. Dans ce jeu d'équilibre instable, certains acteurs cherchaient à redessiner les rapports de force. L'objectif, reconfigurer le système sécuritaire pour renforcer le contrôle du pouvoir exécutif en marginalisant progressivement l'influence de l'armée. Une ambition qui passait par l'affaiblissement du renseignement intérieur au profit d'une structure plus centralisée, plus docile, capable de servir les intérêts d'un clan au sommet de l'État. C'est dans ce contexte trouble que Zérel est directement interpellé par la famille Nassar. Face à leur détresse, il décide d'agir. Il prend contact avec Tebboune, échange avec lui, puis saisit l'occasion d'une rencontre le 1er avril 2025 pour évoquer le sujet de vive voix. Son message est simple, presque humain, avant tout rappeler la souffrance d'une famille brisée, évoquer la mémoire de Ben Nassar, un homme respecté qui avait consacré sa vie au service de son pays et de ses institutions. Il insiste, il faut penser aux enfants, à ce qu'ils vivent. Mais la réponse qui lui est faite va le heurter. Tebboune évoque alors un autre élément, un frère à l'étranger dont les prises de parole sur les réseaux sociaux virulentes, frontales, dérangeantes, ont secoué les sphères militaires en 2024. Pour le président, cela change tout. En substance, il explique qu'il lui est difficile d'intervenir, estimant que le comportement de ce troisième frère a compliqué la situation, voire la discrédité. Une justification que Zérel ne digère pas. Selon les témoignages recueillis, il est profondément choqué. Pour lui, l'argument ne tient pas. Sa réponse est sans détour, même si ce frère s'est mal comporté, même s'il a franchi des limites. Chacun doit répondre de ses propres actes, pas les autres. Une position ferme, presque morale, qui traduit une incompréhension totale face à la logique avancée. Ce que Zérel tente de rappeler avec insistance est pourtant simple. On parle ici de deux hommes incarcérés qui, eux, n'ont jamais pris la parole publiquement. Aucun message, aucune vidéo, aucune déclaration. Rien. Et pourtant, ils restent détenus sans procès, sans jugement, sans qu'aucune culpabilité n'ait été établie. Il insiste aussi sur un autre point, peut-être le plus humain, leur mère. Une veuve brisée qui pleure ses fils confrontés à une douleur silencieuse que rien ne semble apaiser. Sa demande n'avait rien d'excessif. Il ne réclamait ni acquittement, ni intervention directe sur le fond du dossier. Il demandait simplement une mesure provisoire, leur libération, en attendant un procès équitable, en attendant que la justice fasse son travail dans des conditions normales. Mais cette requête, pourtant mesurée, n'a reçu aucune réponse favorable. Et le temps lui continue de passer. Plus d'1 an de détention préventive, bientôt 2 ans en avril 2026. 2 années sans jugement, sans verdict, sans preuve formelle. À ce stade, ce n'est plus seulement une injustice, cela devient une épreuve d'une dureté difficilement justifiable. À partir de ce moment-là, quelque chose se brise définitivement. Zer ne prend même plus la peine de masquer ce qu'il ressent. Sa déception envers Abdelmadjid Tebboune devient évidente, profonde. Les liens déjà fragiles se réduisent à presque rien. Quelques échanges superficiels sans substance, puis plus rien. Jusqu'à ce jour du 29 mars 2026, où il s'en va discrètement, laissant derrière lui un pays bien différent de celui qu'il espérait défendre. Car dans son esprit, l'Algérie devait incarner autre chose, un État fondé sur des principes, sur la parole donnée, sur une justice équitable. Un pays où l'on ne détruit pas des familles sur la base de simples soupçons, où l'on ne prive pas des hommes de liberté sans preuve ni jugement, où les institutions, qu'elles soient civiles ou militaires, ne sont pas détournées pour régler des comptes ou écraser des adversaires. Il s'en est allé avec ce sentiment amer mêlé de tristesse et de désillusion. Une sortie marquée par le poids des regrets.